On est aujourd'hui le dimanche 10 qui se lève et on est le 22 novembre. Alors, une fois de plus, on ne va pas reprendre exactement le rythme tel qu'on devrait le reprendre. D'abord parce que c'est absolument impossible et c'est pas la peine d'expliquer pourquoi. Et deuxièmement parce qu'il y a un événement très très important qui malheureusement a été complètement, on pourrait dire, est passé complètement sous silence. J'oublie d'abord de dire que les cours d'aujourd'hui, la tête n'y est plus, sont pour la famille Atouati, David et Chava, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Lucie Rachel Bat Zina et Léou Ben Kamra, pour la réfoua de Yitzhak Ben Aloua, Yaakov Ben Zina et Simcha Bat Kamra, pour la réussite de Yitzhak Ben Zina et Machlouf Ben Yaakov, ainsi que pour la réfoua de la rabbinite Ronit Bat Miriam, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Moshe Yehoshua Ben Yona, ainsi que pour l'élévation de l'âme de Léa Neisha Bat Avraham. En tous les cas, oui, j'étais en train de dire qu'il y a un événement qui est passé complètement sous silence la semaine dernière, et bien évidemment lié à d'autres événements. C'est bien sûr la libération de Jonathan Pollard. Alors évidemment que si on n'avait pas été pris par tout ce qui se passait au même moment en Europe, il est absolument évident qu'on aurait consacré au moins un cours ou deux à Jonathan Pollard. Et puis bon, la providence ou la mauvaise providence a voulu que non seulement il a été emprisonné pendant 30 ans sans que ça ne dérange qui que ce soit, mais même sa sortie finalement n'a intéressé personne puisque tout le monde était trop préoccupé par d'autres choses. C'est vraiment un pauvre homme, emprisonné pendant 30 ans, tout le monde s'en fout, libéré et personne n'en parle. Et bon, il y a sans doute un mystère là-dedans, et donc j'ai promis que, même si je n'ai pas pu le faire avant sa libération, on en parlerait un petit peu aujourd'hui, du moins on ferait un cours, et tout le monde comprendra comment Bérémez, ce cours bien sûr, est lié à ce personnage, mais d'abord un bref rappel. Alors, de quoi s'agit-il ? C'est pas évident pour un juif, en plus israélien, de faire un rappel concernant Pollard, puisqu'il y a forcément, ça ne peut pas forcément être objectif, ce que l'on va dire, mais en tous les cas, c'est notre vision des choses. De quoi s'agit-il ? Donc, il s'agit d'un juif américain, d'un américain juif, pour faire plaisir aux Américains, et qui travaille et qui a accès à des documents relativement importants, relativement secrets, et qui trahit, qui effectivement est utilisé par le Mossad, et qui va trahir finalement la confiance que l'État américain lui a donnée, en faisant de lui quelqu'un qui a accès à des secrets d'État. Et donc, il va, d'une certaine manière, faire le travail d'un espion. Il va travailler pour le Mossad et donner au Mossad des renseignements classés hyper secrets. Et après, bien sûr, comme il n'y a que les films qui se terminent bien, le sien se terminera mal. Il se fait attraper, il se fait mettre en prison pendant 30 ans. Il est sorti donc vendredi dernier. Alors évidemment, j'ai fait exprès de rapporter les choses d'une manière juste, mais brutale, parce que si je m'arrête à ce que je viens d'expliquer, alors évidemment, on serait en droit de poser la question, bon ben alors il a eu ce qu'il méritait, après tout, c'est pas parce qu'il est juif qu'il en est moins traître pour autant. Le problème, c'est qu'il y a énormément de choses qui manquent à tout ce que j'ai expliqué. D'abord, la chose la plus évidente, que tout le monde sait, tout le monde peut vérifier, et il n'y a aucune contradiction, même l'ombre d'une contradiction à ce que je vais dire, c'est que les secrets qu'il a révélés à Israël étaient des secrets qui, non seulement ne mettaient en aucun cas, absolument pas, même pas l'ombre du pas, les États-Unis en danger, il n'a fait que révéler à l'État d'Israël des secrets que les Américains eux-mêmes se devaient et auraient dû transmettre, ne serait-ce que par les relations d'amitié et de confiance qu'il y avait entre les deux pays. Et de quel secret s'agissait-il ? Pas de secret économique, pas des secrets d'État concernant le Pentagone,
pas sur des secrets, je ne sais pas moi, concernant l'évolution et le développement des États-Unis, tout simplement des secrets qui permettaient à Israël de se protéger en cas d'attaque. Et c'était à une époque où la technologie américaine était bien plus avancée que partout ailleurs dans le monde, y compris l'israélienne, par rapport à des photos de l'avianim, comme on dit l'avian de satellite, ou tout autre secret qui aurait permis, si les Américains d'eux-mêmes les avaient donnés, à Israël de se protéger beaucoup mieux. Et lui a été scandalisé de voir que malgré les promesses faites par les États-Unis de tenir au courant l'État d'Israël de toutes choses le concernant lui, et pas du tout les Américains, le concernant lui, l'État d'Israël, des choses qui, ne le sachant pas, pouvaient mettre la vie de l'État d'Israël en péril. Lui a vu ça, il a été scandalisé, il a vu que finalement c'était les États-Unis qui trahissaient l'État d'Israël, et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a, au regard de la loi américaine, effectivement trahi, personne ne dit le contraire, il ne l'a jamais nié, mais disons qu'il a d'une certaine manière trahi des traîtres, dans la mesure où les Américains tenaient en secret des renseignements qui étaient vitaux pour l'État d'Israël. Lui a transmis ces renseignements, et ce qui a d'ailleurs permis à l'État d'Israël de se protéger. Et si je ne me trompe pas, c'est des renseignements qui ont permis... Comment ? Oui, et encore d'autres choses concernant la Syrie. Enfin, il y avait donc... Oui, mais bien sûr, merci de me le rappeler. C'est ce qui a permis donc, bien sûr, aux Israéliens de pouvoir détruire la centrale nucléaire en Irak. Et donc, vous imaginez s'ils n'avaient pas trahi les traîtres, où on serait aujourd'hui. Donc, évidemment, ça, c'est un rajout très important que le monde a volontairement oublié, parce que quand il s'agit des Juifs, on n'est pas trop intéressé à savoir pourquoi on leur fait du mal. Ils sont Juifs, c'est une raison suffisante et nécessaire. Mais il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est que même, supposons même que cet homme-là ait effectivement transmis à Israël des renseignements qui étaient, on pourrait dire, qui impliquaient, pas qui étaient dangereux ou qui étaient négatifs pour les Américains eux-mêmes, ça veut dire qu'ils les mettaient eux en danger, ce que font généralement de vrais espions. Il faut savoir qu'il n'y a pas un seul autre cas dans toute l'histoire des États-Unis où un espion est resté aussi longtemps en prison, même dans des cas beaucoup plus graves. Par exemple, durant les 30 ans qu'il a fait en prison, ont été libérés des espions russes ou des espions doubles américains, peu importe, mais dont les révélations avaient, entre autres, été des secrets d'État, mais en plus, les révélations, donc la trahison, avaient causé l'arrestation en Russie et la liquidation de dizaines d'espions américains. Il y a eu un cas très célèbre d'une cellule double espion, je ne sais pas comment on appelle ça, mais que les Américains croyaient qu'ils travaillaient pour eux, en fait ils travaillaient pour les Russes. Ils ont dénoncé, donc ils ont eu accès aux agents de la CIA qui se trouvaient, tout ça peut être vérifié, il n'y a aucun problème, c'est tellement vieux que c'est vraiment Blanche-Neige au pays des... Tout le monde connaît cette histoire-là. Et donc ces doubles agents ont dénoncé les agents américains de la CIA qui se trouvaient en Russie. Ils ont tous été liquidés les uns après les autres sans procès. Et ces espions-là qui ont été attrapés après par les États-Unis n'ont pas fait 20 ans de prison. Je crois 17 ou 18. Combien ? 10 ans de prison. Mais ils étaient échangés. Voilà. Bon, ils ont été échangés, peu importe. Vous savez, Pollard, on aurait pu l'échanger aussi... rien que toutes les technologies aujourd'hui qu'on transmet aux Américains, c'était déjà une monnaie d'échange déjà suffisante. Mais quoi qu'il en soit, donc jamais un espion n'est resté 30 ans en prison aux États-Unis, surtout un espion qui n'a fait de mal à personne, qui n'a fait que d'une certaine manière faire du bien à un pays qui, encore une fois, était l'ami de ceux qui d'eux-mêmes auraient dû transmettre ces informations. Donc il y a ici une véritable monstruosité, quelque chose d'absolument incompréhensible. Il est libéré et bien évidemment interdit de quitter le pays pendant 5 ans, interdit même d'avoir une ligne internet chez lui à la maison. Ça veut dire que c'est une libération torture, si j'ose dire.
parce qu'après 30 ans passés en prison, même pas le laisser venir en Israël, c'est quand même plus que scandaleux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache? Comment c'est possible? Pourquoi les États-Unis se sont acharnés sur un juif? Et qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Alors, évidemment, j'en ai vraiment plus qu'assez de faire des cours sur l'actualité, et donc on va se reposer un petit peu en faisant aujourd'hui un cours de Torah, pour lui et à son mérite. Et malgré tout, tout le monde comprendra, sans avoir besoin de nommer les choses, que derrière ce cours de Torah se cache et se profile la description parfaite de ce que sont véritables les États-Unis. En tout cas, plutôt le gouvernement ou les gouvernements américains, puisque n'oublions pas que tous les gouvernements américains, c'est-à-dire démocrates et républicains, ont tous tenu Pollard en prison. Et malheureusement, comme on dit, Al-Tiftar Pela Satan, mais la véritable et unique raison pour laquelle il a été libéré maintenant, c'est parce que paraît-il qu'il est tellement malade qu'il ne voulait pas qu'il meure en prison, parce que là, ça aurait quand même été la goutte qui fait déborder le vase. Ce qu'on peut lui souhaiter, c'est une grande réfoua chez l'EMA, mais il n'a pas été libéré par pitié ou par bonté, il a été tout simplement libéré parce que le gouvernement américain ne voulait pas avoir sur les bras la mort de Pollard dans une prison américaine. Et c'est tout. On peut lui souhaiter justement, malgré tout, de vivre suffisamment longtemps pour avoir le bonheur d'être accueilli ici sur un tapis rouge à Jérusalem. Mais quoi qu'il en soit, alors bien sûr, je ne suis pas le premier, j'ai tout de suite pensé, mais le temps d'y penser, j'ai déjà été inondé de emails ou de WhatsApp qui confirmaient l'intuition que j'avais eue. C'est quand même absolument incroyable de voir qu'il est sorti, donc la paracha où on voit aussi que Yaakov est sorti de Beth Lavan, il est sorti de la Maison Blanche. Et alors que Lavan faisait tout pour le tenir prisonnier. Bon, j'y ai pensé tout de suite, mais enfin bon, comme j'ai sans doute un des WhatsApp ou une boîte email parmi les plus alimentées du monde, dès que je pense quelque chose, j'ai 100 000 emails qui viennent et qui souvent confirment ce que je pensais. Mais quoi qu'il en soit, c'est intéressant parce qu'en hébreu, on ne dit pas Beit Shel Lavan, la maison de Lavan, mais on dit Beth Lavan, qui se traduit Mamash, la maison blanche. C'est extraordinaire. Donc on voit tout le combat dans cette paracha de sa sortie de Yaakov pour essayer de sortir de Beth Lavan, de la maison blanche, la maison de Lavan. Et on voit qu'il fait tout pour le tenir prisonnier. Et finalement, la paracha où lui sort, et c'est encore incroyable, il est sorti donc le vendredi, et la lecture du vendredi, puisque vous savez que la paracha se divise en 7 chaque jour, et le jour où il sort, c'est le jour où Yaakov sort de Beth Lavan. C'est absolument incroyable. Bon, que vous dire? Vous rapportez aussi ce que Rav Mordechai Eliyahu Zichrono Livracha avait dit, tout le monde le sait, ça c'est du sûr, il n'y a pas à vérifier. Rav Mordechai Eliyahu avait dit qu'il y avait un nitzot, une étincelle de Yosef Hatzadik dans Pollard. Et le Rav Eliyahu, donc Gadol Hador, avait dit déjà il y a de nombreuses années qu'il sortira vivant, une sorte de prophétie. Bon, c'était risqué de le dire quand même il y a encore 10 ou 15 ans, qu'il sortirait, donc ça s'est réalisé, sa prophétie s'est réalisée, qu'il sortirait vivant. Et que le Rav André avait rajouté, mais c'est à frissonner, qu'il sortirait dans une période où l'Occident sera en grand danger de disparition. Ça avait été dit il y a une quinzaine d'années par le Rav André, où tout le monde peut vérifier. Et il avait même rajouté, le jour où il sortira, le compte à rebours commencera pour les États-Unis. Et il avait rajouté, et le jour où il sortira, que tous les Juifs des États-Unis se préparent à sortir de là-bas parce que le compte à rebours a commencé. C'est absolument incroyable de voir qu'effectivement, cette prophétie d'un contemporain, mais bon, c'est un Gadol Hador, un grand de la génération, se réalise en tout point. Il sort vivant grâce à Dieu. Il sort dans un contexte où l'Occident est en train de vaciller. Aux États-Unis, bon, ça reste encore de l'ordre de la prophétie, car on ne voit pas tellement le compte à rebours à vision humaine aux États-Unis, mais on peut faire confiance au Rav Mordechai Eliyahu que ce n'est pas le genre à dire quelque chose s'il n'est pas sûr et certain qu'il a des sources pour le dire. Ce qui est donc très très intéressant, c'est que le Rav Mordechai Eliyahu voit dans le personnage de Pollard un symbole finalement
un symbole qui implique non seulement tout Israël, puisque voir en lui une étincelle de Yosef Hatzadik, c'est voir en lui une étincelle de tout Israël, puisque, comme vous le savez, nos maîtres disent que Yosef, que le peuple juif s'appelle Yosef, et nos maîtres, dans le Talmud, et nos maîtres disent pourquoi? Parce que Yosef est une Neshama Klalit, une Neshama qui contient toutes les âmes d'Israël, forcément, puisque c'est un Mashiach ben Yosef. Et donc, automatiquement, ce que le Rav Mordechai, je pense, c'est mon interprétation, voulait dire, mais enfin, je suis sûr que j'ai raison, c'est que finalement, à travers l'emprisonnement de Pollard, c'est comme si tout Israël était emprisonné. C'est ce qui veut nous faire comprendre. De la même manière que dans l'emprisonnement de Yaakov dans la Maison Blanche, dans la maison de Lavan, était emprisonné en vérité tout Israël, puisque tout Israël est sorti de lui, toutes les tribus sont sorties de lui. Donc cette volonté des gouvernements américains de tenir prisonnier Pollard et à travers lui, consciemment ou non, tout Israël, et je ne parle pas du peuple juif, je parle finalement de la nation d'Israël, parce que Pollard symbolise finalement la nation d'Israël emprisonnée, puisqu'il a été mis en prison parce que justement il a travaillé pour la nation d'Israël. Donc il y a quelque chose dans l'existence même de l'État d'Israël qui dérange apparemment les gouvernements américains. Alors je sais encore une fois, là une fois de plus, on délire, on rentre dans la science-fiction, je vais me faire tsunamiser par quantité de gentils, bêtes et méchants qui vont me dire mais je délire, je suis complètement fou, quel est le seul pays au monde qui aide Israël, etc., etc. Mais on va voir ensemble, puisque finalement il est sorti de la maison de Lavan au moment où Yaakov lui aussi sort de la maison de Lavan, alors on va peut-être revoir ensemble qui est le personnage de Lavan. Et à partir de maintenant, on rentre dans un cours de Torah, on ne fait plus d'analogie, mais je fais confiance à vos déductions pour comprendre finalement, dans la mesure où la Torah est le microcosme et l'avant-précurseur de tout ce qui va se passer dans l'histoire, Maaseh Avot Siman Lamadim, ce qui est arrivé à nos pères est une allusion pour les enfants à venir. On va essayer de voir au sujet de Lavan à qui il nous fait penser. Alors la première fois qu'on voit Lavan, c'est quand Eliezer vient pour prendre Rivka, la sœur de Lavan, donc ça nous ramène à quelques parachiotes en arrière, et vous vous rappelez que Eliezer a donné de l'or et de l'argent, des bijoux à Rivka, et Rivka rentre chez elle couverte d'or et d'argent, et tout de suite le premier qui voit l'argent sur Rivka, c'est bien sûr Lavan. Et la Torah nous dit, où le Rivka avait un frère, ou Shmo Lavan. Et tout de suite, Lavan se met à courir. On va voir que dans la parcha où Pollard a été libéré, il se remet encore une fois à courir. Il devrait s'appeler Charlie, court plus vite Charlie, mais en tous les cas, Veyaratz Charlie. Ah oui, tiens. Et donc, Vayarotz Lavan se met à courir. Et la Ishachutza, vous avez déjà vu, vous, quelqu'un qui court à la rencontre d'un visiteur? Oui, Avram le faisait, c'est vrai, mais enfin, c'est pas très lavanien, cette manière de faire. Et donc, il court vers lui. Pourquoi, dit le verset, parce qu'il avait vu l'or et l'argent qui recouvraient sa sœur. Et donc, etc. Qu'est-ce que dit Rashi? Vayarot, Rashi demande, l'amarat, pourquoi il se met à courir? Valmarat, pourquoi il court? C'est la juive de l'or. Alors, on a dit qu'on ne faisait pas d'analogie. C'est incroyable. Alors, c'est moi, le Rav. La ruée vers l'or, vous avez dit? Oui, court. Très bien, ok. Et donc, oui, en plus, c'est de l'or là-bas. Non, mais arrêtez, je vous ai déjà dit, le problème dans notre génération, c'est que la Torah est trop visible. Le bon Dieu a arrêté de se cacher. Et c'est embêtant parce qu'il nous enlève notre libre arbitre. On n'a même plus de mérite à croire en la Torah aujourd'hui, c'est trop clair. Et donc, effectivement, il a rué vers l'or, effectivement. Et c'est ce que dit Rashi. Pourtant, Rashi n'a pas connu l'époque de la ruée vers l'or. Il dit, Vaï kirot et anezem. Et quand il a vu les bijoux, Amar Ashir Ouzé, il s'est dit, bon, celui-là, il doit être très riche. Venatan einav bemamon, car il n'est intéressé que par l'argent.
Donc, dès la première fois dans la Torah que la Torah nous parle de Lavan, elle le présente comme quelqu'un qui ne vit que pour l'argent. Ça veut dire que son culte, c'est l'argent. Beaucoup comprennent à l'envers, et je ne peux rien faire pour les guérir, que regardez la grandeur de cette civilisation qui a eu le courage de parler de Dieu sur le symbole de sa monnaie. Mais moi je dis exactement le contraire. Regardez la vilité de cette civilisation qui n'a pas honte de parler de Dieu sur sa monnaie. Ça veut dire que finalement, ça veut dire quoi? Que son Dieu, c'est l'argent. En tout cas, c'est ce qu'on dit sur la vanne. La vanne, ça ne nous dérange pas, parce que comme la vanne, on s'en fout royalement, c'est de la religion, c'est de l'histoire sainte, donc ça ne nous dérange pas. Mais quoi qu'il en soit, la Torah nous présente la vanne, mais allons doucement, parce que quand même, n'oublions pas que, on va le revoir, la vanne, c'est pas un ennemi d'Israël parmi d'autres, c'est mamash, comme on va le voir. Et donc, la Torah nous dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Regardons maintenant, on revient à notre paracha, plutôt la paracha de la semaine dernière, la paracha dans laquelle Pollard est libéré. Là aussi, la même chose, on y va. Vaïkishmo à Lavan, il y a eu quelques années qui se sont écoulées, mais à nouveau, quand Lavan il entend Et Shema Yaakov ben Achoto, que Yaakov, son neveu, est arrivé, lisons le verset. Vayarotz likrato. Encore une fois, il se remet à courir. Il court à sa rencontre. Vayahabeklo, il l'enlace. Vayinasheklo, il l'embrasse. Vayavieu el beito, il le fait rentrer dans sa maison. Et Yaakov, il s'appelle Lavan et koladvarim haele. Et Yaakov raconte à Lavan toutes ces choses-là, pourquoi il est venu, etc. Encore un verset. Vayomer lo Lavan, Lavan lui dit, ah, cependant, Atzmi ufsari ata, puisque tu es mon essence et tu es ma chair, la même famille, ata, vayishev imo chodesh yamim, reste ici pendant 1 mois. Alors, si vous n'avez que la lecture de ces versets, le comportement de Yaakov vis-à-vis de Lavan vis-à-vis de Yaakov, il est gentil ou il n'est pas gentil? Très gentil. Il court à sa rencontre. Dès qu'il entend que Yaakov, son neveu, est là, il court à sa rencontre, il l'enlace, il l'embrasse, rentre dans ma maison, tu es ma chair, tu es mon sang, tu restes ici pendant 1 mois. Bravo Lavan, d'accord? Alors maintenant, vous allez avoir une démonstration de ce qui, à mon avis, est l'une des causes vraiment de l'antisémitisme. Ces youpins, ils sont insupportables. Vous allez voir maintenant comment nos maîtres lisent ces versets-là. Je comprends qu'on puisse ne pas aimer les Juifs. Apparemment, le verset présente Lavan, au moins dans ce contexte, dans le contexte de Eliezer, c'est visible qu'il n'a couru que pour l'argent. C'est vraiment la ruée vers l'or. Mais ici, apparemment, il court vers sa chair. Il l'embrasse, etc. Regardons ce que dit Rashi. Rashi dit Veichabek. Non, Vayiratz likrato. Rashi dit il a couru vers lui. Kesavour, parce qu'il s'est dit Mamon ou Taoud, il doit être plein d'argent. Pourquoi? Share Eved Abayit, parce que quand rien que le serviteur Eliezer est venu il y a quelques années, il avait 10 chameaux remplis d'or et d'argent. Vous imaginez le fils lui-même? Non, je veux bien, ça ne me dérange pas, Rashi, mais tu vas t'attirer les foudres du monde, Rashi, parce que c'est pas gentil ce que tu fais. La Torah elle-même nous présente un Lavan gentil, mignon, et tu le descends comme ça. Bon, Rashi nous explique. Lavan a fait un raisonnement. Si déjà le serviteur vient avec 10 chameaux remplis d'or et d'argent, le fils de la maison, très bien. Mais Rashi continue. Vaïchabek, il l'enlace. Rashi nous dit que chez Lora Imokloum, quand il a vu qu'il n'y avait pas de chameau, il n'y avait personne qui portait des présents. Alors pourquoi il l'a enlacé? Amar, il a dit Shma Zeovim Eviv Enamech Becheko. Peut-être qu'il porte sur lui
des bijoux, des diamants, et qu'il les a cachés sous sa veste pour ne pas se faire attaquer et cambrioler. Mais vous savez, un diamant petit peut valoir plus que 10 chameaux chargés d'or et d'argent. Tout dépend du nombre de carats. Donc il s'est dit, je vais l'enlacer, je vais le serrer pour sentir s'il n'y a pas des petits trucs comme ça sous. Rachid, t'es pas sympa. Parce que la Torah, elle dit qu'il l'a enlacé, mais ils sont terribles ces juifs. J'ouvre une parenthèse. J'essaye, malgré tout, c'est plus fort que moi, sans rentrer dans les détails, parce que je suis vraiment épuisé. Parce que vous, ce que vous savez pas, c'est que quand je termine mon cours, après, surtout sur ce genre de cours, celui-là ou surtout sur la semaine dernière, vous n'imaginez pas ce qui m'attend sur ma boîte email. Et donc, quand pour vous le cours il se termine, pour moi, là, il commence. Et donc, ici, je reviens un petit peu à la semaine dernière. Parce que j'ai reçu ce genre de critique que je comprends, et des fois avec une consonance très antisémite, mais je les comprends, Béhémet, je leur en veux pas. Mais vous êtes terribles, vous les juifs, même quand on vous aime, vous cherchez le mal partout. D'accord? Alors, j'ai pas répondu, parce que je savais que j'allais faire ce cours. Et donc, c'est à eux aussi que je m'adresse. Vous avez raison, mais c'est pas moi qui ai commencé, hein. Regardez Rachid. Regardez Rachid. C'est vrai que ça semble être une maladie juive, que même ceux qui apparemment nous aiment, on veut absolument chercher à avoir le mal. Parce que vous imaginez ce que j'ai reçu sur la tête. D'accord? Bon, ils m'ont pas dit salut ou pas, mais ils m'ont dit, écoutez, monsieur le Rav, les Américains sont vraiment vos seuls alliés dans le monde, et vous osez les descendre comme ça, et après vous étonnez que tout le monde vous tombe dessus. C'est vrai, tu te sens un petit peu déstabilisé, désarmé quand tu as ce genre d'argument, parce que c'est vrai, mais le problème c'est que, maintenant je réponds à la question de tous ces personnages, et je leur dis, mais sachez que le problème c'est que justement, c'est que nous, peuple juif, on est justement habitué à ce genre d'attitude qui apparemment est aimante, véritablement, tout ce que vous voulez, mais qui se cache derrière quelque chose d'extrêmement dangereux. Et le Makor, pour nous, c'est la vanne. Et maintenant, je le dis, quand je vous ai prévenu, on va le prouver encore une fois, que Lavan est le seul de tous les ennemis d'Israël au sujet duquel il est dit Lavan, Bikesh, la Akor et Akor, il a voulu nous exterminer. C'est dit ni sur Esav, ni sur Paro, ni sur Balak, ni sur Bilam, ni sur Ishmaël. Et vous me dites, alors oui sur Amalek, mais vous allez voir que Amalek c'était le bras droit de Lavan. C'est marqué dans la parasha de la semaine dernière. On va le voir. Donc c'est la même chose. Et qui c'est qui a enseigné à Amalek la haine du juif si ce n'est Lavan? Donc nos maîtres ne se sont pas trompés. Amalek, Bilham, ce sont les élèves. Et Amalek vivait dans la maison de Lavan. Dans la maison de Lavan, Amalek vivait. C'était un enfant, un Ben Baït. C'était son maître à penser, Lavan. C'est de là qu'il a appris la haine. Mais on va voir, c'est terrifiant ce qui va suivre. Donc regardez, la question est, on va y aller doucement, mais d'où tu te permets, Rachid? Voilà, tous ceux qui m'ont posé la question à moi, je les renvoie sur Rachid. Mais d'où Rachid se permet de transformer un verset, il l'enlace en... Il est en train de chercher s'il ne peut pas lui voler son or. Regardez ce que va dire Rachid maintenant, c'est de dire sur Vaïnacheklo. Après l'avoir enlacé, il l'embrasse. Amar, une fois qu'il a vu qu'il n'avait rien sous le manteau, il a dit Shma Margaliot Evi Uba Bepiv. Peut-être qu'il a des dents en or. Ça nous rappelle des images sombres, les dents en or sur les cadavres d'Auschwitz. Mais c'est absolument incroyable. Quand il l'embrasse, c'est uniquement pourquoi? Pour voir si il n'a pas des dents en or. Ça veut dire Bekitsur, Rachid le descend complètement et dit, mais vous allez croire un seul instant que Lavan véritablement aime son neveu, mais non, il veut simplement le spolier, lui prendre tout ce qu'il a. On va le voir, on a encore du temps, le cours sera long aujourd'hui. Regardez maintenant ce que dit le Balatourim. Excusez-moi, le Balatourim va dire la même chose, mais il va rajouter quelque chose. Et vous allez voir un coup de folie chez le Balatourim. Pareil, Vayachabeklo, Vayinasheklo, il l'a enlacé, il l'a embrassé, le Balatourim dit pareil. Trilachafko, il l'a d'abord enlacé pour voir s'il n'avait pas sous son habit de l'argent.
ou Kshelo Matza, et quand il n'a pas vu, Nashko, il l'a embrassé pour voir s'il n'avait pas des dents en or ou des pierres précieuses cachées dans sa bouche. Donc, le problème, c'est que le Baal HaTurim a vécu bien après Rashi. Enfin, bien après. Il est à l'époque de... c'est de la famille, d'ailleurs. C'est de la famille Rashi. C'est un arrière-petit-neveu, quelque chose comme ça. Et donc, c'est évident que le Baal HaTurim connaissait les commentaires de Rashi. Ça n'existe pas dans tout le Baal HaTurim, ou si oui, il y a forcément une raison, comme je vais vous le prouver, ça n'existe pas que le Baal HaTurim répète mot à mot ce que Rashi vient de dire. Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu le dis? Parce qu'il nous réserve une surprise. Je continue le Baal HaTurim, et regardez. Le Baal HaTurim va nous faire maintenant un coup de Trafalgar. Comme ça on dit, Trafalgar? Et quand on regarde le Baal HaTurim, vous allez comprendre pourquoi. Le Baal HaTurim sent que quoi? Que la colère est en train de monter au nez de tous ceux qui lisent Rashi et Baal HaTurim. Mais mince alors, quoi, sans preuve comme ça, vous descendez la vanne. C'est pas honteux de dire que les trucs sont derrière trucs et que c'est eux qui financent trucs. Vous avez des preuves, vous savez de quoi vous parlez, mais c'est honteux quand même. Donc le Baal HaTurim est malin, il est en train de sauver Rashi. Le petit-neveu sauve son oncle. Il sent que la colère qu'il y a contre Rashi, même peut-être de la part des juifs, bon chic, bon genre, etc. Vous imaginez, je veux dire, c'est évident que je veux dire, quand on est un juif de Manhattan ou de New York ou de Los Angeles, l'affaire Pollard, c'est pas amusant pour nous, hein, ça nous fait honte quand même. Donc, des juifs, bon chic, bon, je crois d'ailleurs que le juge qui l'a fait enfermer était juif d'ailleurs. Les Américains sont très très forts. Évidemment, ils ne vont pas le faire condamner par un cow-boy. Ils ont pris un juif. C'était un juif. C'était un juif aussi, absolument. Mais c'est normal, mais vous comprenez, je veux dire, pour les Américains, je veux dire, Pollard, c'est l'horreur. Parce que, vous comprenez pourquoi. Mais quoi qu'il en soit, on continue. Donc, le Baal HaTurim, maintenant, il vient, et regardez ce qu'il dit à la fin de son pérouche. Ve'yichabeklo ve'inasheklo. Si tu prends la phrase, il l'a embrassé, il l'a enlacé, il l'a embrassé, Gematria, prends la valeur numérique de cette expression, et tu trouves Chabkeu. Tu sais pourquoi il l'a enlacé? Les gozlo maché alaf pour lui voler tout ce qu'il avait. Chabkeu, les gozlo maché alaf. Vous savez que les gématriotes du Baal HaTurim sont toutes Beroar Kodesh. Parce que c'est absolument impossible qu'un homme puisse s'amuser. Je n'ai pas besoin de vous démontrer. C'est impossible qu'un homme sans ordinateur et sans logiciel puisse comme ça, par hasard, retrouver ce qu'il trouve sur pratiquement tous les versets de la Torah, les correspondances en valeur numérique. Et donc, il trouve que l'expression « Vayechabeklo veishaklo », il l'enlaça et il l'embrassa. Quand tu prends toutes les lettres, tu les transformes en valeur numérique, tu trouves la même valeur numérique que la phrase « il l'enlaça pour lui voler tout ce qu'il y avait sur lui ». Donc, ce qui veut dire que le Baal HaTurim trouve une preuve dans la Torah elle-même, puisque les gématriotes font partie, bien sûr, de ce qu'on appelle Torah Remez. Il y a 4 niveaux de compréhension dans la Torah. Le Remez, c'est surtout les gématriotes, c'est la spécialité du Baal HaTurim. Donc, il montre que les filles Torah Remez, la Torah elle-même fait allusion au fait que quoi? Qu'en vérité, que toutes ces preuves d'amour n'étaient que pour le voler. Alors maintenant, je pose une question bombe. Jamais, vous entendez, jamais, et quand ça arrive, il y a forcément une réponse du style d'aujourd'hui, jamais ça arrive que le Baal HaTurim donne un commentaire avant de donner la Gematria. Il donne la Gematria et puis après il explique. Par exemple, normalement le Baal HaTurim aurait dû dire, cette expression a pour valeur numérique qu'il voulait le voler, et il aurait pu expliquer, donc tout ce qu'il a fait, c'était uniquement un moyen de se rendre compte s'il avait de l'argent sur lui. Or, qu'est-ce que fait le Baal HaTurim ici? Il inverse l'ordre que lui-même respecte tout le temps. Il donne d'abord l'explication, qui est très choquante, très choquante, parce qu'elle n'est pas fondée, et il termine en disant, mais regardez la preuve, c'est la même valeur numérique. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut sauver Rashi. Il rapporte le pérouge de Rashi. On avait posé une question. Mais attends, mais Rashi, c'est scandaleux ce qu'il dit. Où il a une preuve dans la Torah que effectivement les intentions de Lavan étaient mauvaises. Un homme qui te manifeste de l'amour, tu le descends comme ça, il n'y a qu'un juif pour faire un truc pareil. C'est pas possible, ce sont vraiment de sales juifs. Le Baal HaTurim, qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le pérouge de Rashi
Et il dit, arrêtez de cracher sur mon grand-oncle. Pourquoi? Parce que la Torah dit exactement ce qu'il dit. Regardez la valeur numérique de ces versets-là et vous verrez que c'est exactement l'intention qui était cachée ici. Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que parfois, la vision qu'ont les maîtres d'Israël sur des comportements non juifs à leur égard, qui paraissent tellement extraordinaires, et que viennent nos maîtres et nous disent, méfiez-vous, il se cache derrière ça quelque chose de très dangereux, et que le monde, quand il entend ça, pousse au scandale et nous accuse. Mais comment vous voulez un jour qu'on vous aime et qu'on vous respecte, quand vous avez enfin un ami, vous le descendez aussi? Je comprends que ça les dérange terriblement. Quelle est la réponse du Baal HaTurim? Il n'y a que les maîtres d'Israël qui ont une perception tellement profonde et cachée de la Torah, qui sont capables de voir justement le mensonge derrière l'apparence. Et c'est quoi une guématria? C'est que la guématria, la valeur numérique et surtout son correspondant. Vous imaginez tout ce qu'il faut faire? Il faut transformer, il faut penser à transformer le verset que tu as dans les yeux en valeur numérique, et il faut trouver après cette valeur numérique qui a, mettons, je sais pas moi, 425, à quel genre de mot elle pourrait correspondre. Et tout ça sans ordinateur, sans logiciel. Mais vous imaginez la tête qu'il faut? Et il ne l'a pas fait qu'une fois. Pour le faire une fois, il faut déjà 100 ans de vie. Mais il a passé toute la Torah au crible de ces guématries. Vous imaginez que c'est le Baal HaTurim? Vous imaginez s'il avait vécu aujourd'hui, il inventerait des logiciels qui ont 5000 ans d'avance sur notre génération. Vous imaginez que c'est Baal HaTurim? Donc ce qui veut dire que quoi? Qu'il a une perception tellement profonde de la Torah, qu'il dévoile des choses cachées qui, évidemment, pour des gens comme nous, standards, on crie au scandale. Vous comprenez ce qu'il veut nous faire comprendre le Baal HaTurim? De la même manière qu'arriver à comprendre que dans ces mots-là se cache en fait le fait qu'il voulait nous voler. C'est impossible de le voir si on n'est pas un Baal HaTurim. De la même manière, quand tu dis les trucs sont derrière trucs et ceux qui financent trucs pour faire du mal à machin, évidemment que personne ne peut le voir et personne ne peut le comprendre. C'est complètement caché. Mais les maîtres d'Israël sont obligés de le révéler. Pourquoi? Pour mettre en garde. Donc vous comprenez ce qui se passe ici? Donc encore une fois, quelle est la présentation de Lavan? Celui dont le Dieu, c'est l'argent. D'accord? By God we trust, sur $1. C'est qui God? C'est le dollar, bien évidemment. J'espère que vous avez tous compris à quel Dieu ils font allusion. Et donc, c'est ça Lavan. Maintenant, comment la Providence voudra que des siècles et des millénaires plus tard, le symbole de la puissance américaine s'appelle aussi Beth Lavan, la maison de Lavan. Il est quand même très fort, le maître du monde. C'est absolument incroyable. Maintenant, on va continuer, c'est pas fini. Regardez encore ce qui se passe. On va voir un petit peu plus loin. Et donc, l'histoire, bien sûr, très importante, de Léa et de Rachel. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le phénomène Pollard. Donc déjà, on a défini maintenant ce qu'est le caractère lavanien. Il n'est intéressé par les Juifs que parce que ça rapporte. Le Juif, c'est du pognon. Et donc, pour une civilisation dont le Dieu, c'est l'argent, c'est impossible sans Juifs. C'est impossible. Donc on va comprendre qu'une relation, on pourrait dire, d'intérêt secret entre Lavan et Yaakov reste chez moi. Pourquoi? Parce que tu m'apportes du fric. C'est ce qu'il va lui dire clairement. Il n'a même pas honte. Il va le lui dire clairement, Lavan. Il n'a vraiment pas honte. Mais d'abord, revenons maintenant à l'histoire de Léa et de Rachel pour mieux comprendre maintenant le tempérament de Lavan. On a vu que son Dieu, c'est l'argent. On a vu qu'il est intéressé par Yaakov que parce que il pensait qu'il lui rapporterait de l'argent. Et maintenant, regardez ce que Rachi dit sur « Bon, tu es ma chair, tu es mon sang, reste avec moi. » Rachi pose la question, pourquoi le mot « ar » cependant? Si l'intention de Lavan est de lui dire « Mais puisque tu es ma chair, reste ici », il aurait dû lui dire « Ata atmi upsari, tishaer bo » Chodesh Yamim, tu es ma chair, tu es mon sang, reste avec moi 1 mois. Pourquoi il lui dit cependant? Cependant, ça veut dire comme si, je veux dire, malgré que.
Rachi explique. Je pensais que tu étais plein d'argent, ce qui aurait justifié le fait que je te laisse chez moi. Maintenant, je vois que tu n'as pas d'argent. Pourquoi tu veux que je te laisse chez moi? D'accord? Mais, dit Rachi, je te donne 1 mois. Pourquoi 1 mois? Pour que tu réfléchisses. Si tu es prêt à travailler pour moi, alors je te garde chez moi. Tu as 1 mois pour donner une réponse. Voilà comment Rachi comprend ce verset-là. Ça veut dire, il n'y a pas de gratuit chez moi. Tu veux rester? Mais tu sais, chez moi, il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Tu bosses, tu vis, tu bosses pas, tu crèves. Donc tout de suite, là encore, une autre facette de l'identité lavanienne n'a droit à la considération et au respect que celui qui bosse. Nous, on n'est pas l'État-providence, sécurité sociale, machin, etc. Tu manges seulement le fruit de ton travail. Il réfléchit et il dit, bon, tu sais quoi, finalement, regarde, je suis prêt à rester, je vais travailler 7 ans pour Rachel. C'est mon salaire, 7 ans pour Rachel. Et il lui dit, pour Rachel, la plus jeune, ta fille, Aktana, qui s'appelle Rachel. Rachi pose la question, je ne vais pas tout lire, pourquoi il a besoin de préciser, je vais travailler pour Rachel, ta fille, la plus jeune. Il lui donne tous les signes possibles de manière à ce qu'il ne puisse pas le rouler. Parce que s'il avait dit je travaille pour Rachel, ou tu vas lui apporter une Rachel du marché, il va dire ouais, ça, là aussi ça s'appelle Rachel. Alors ta fille c'est déjà mieux. Non, parce qu'après il peut lui apporter là, et puis il peut dire tu sais j'ai changé leur nom, finalement maintenant c'est là que ça s'appelle Rachel. Non, la plus jeune. Ça veut dire que Yaakov sait qu'il est en face d'un roublard. Qui va le rouler. Pourquoi? Parce que dès qu'il s'agit d'argent ici, il lui propose de travailler pendant 7 ans. Donc qu'est-ce que Lavan ne va pas faire pour essayer de le garder un peu plus, qu'il va finalement réussir à faire? Parce que quand son Dieu c'est l'argent, on n'a pas de limite dans ce qu'on peut faire pour son Dieu. Finalement, on connaît tous la suite, c'est Léa. Normalement, Yaakov aurait dû venir et hurler. Qu'est-ce que lui dit Lavan? Il lui dit... Mais tu sais, chez nous, ça ne se fait pas de donner la petite avant la grande. Loya sechen bimkomenu la tête atseira lifna bechira. Qu'est-ce qu'il veut lui faire comprendre à Yaakov? Que finalement c'est Yaakov qui s'est très mal comporté dans sa demande. C'est-à-dire que qui est le méchant, Yaakov ou Léa? Ou Yaakov ou Lavan? Yaakov. Mais je ne comprends pas. Même si c'est vrai que dans ta région, ça ne se fait pas de donner la petite avant la grande. Mais quand il t'a dit, d'accord, quand il t'a dit qu'il travaille pendant 7 ans pour avoir ta fille qui s'appelle Rachel, qui est la petite, tu l'as bien entendu. Si tu pensais qu'il y avait un problème, pourquoi tu ne lui as pas dit tout de suite? Non. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'assures d'abord que tu as pris l'argent, et puis après, tu ouvres la bouche et tu dis, oui, mais s'il y a un vice de forme dans le contrat, parce que finalement, ça ne se fait pas de donner... Qu'est-ce que Yaakov, normalement, aurait dû faire? Il aurait dû lui dire quoi? Mais attends, dans ce cas-là, rends-moi les 7 ans de travail. D'accord? Qu'est-ce que Pollard aurait pu faire? Qu'est-ce que l'État d'Israël aurait été en droit de faire? Mais ces renseignements, messieurs, qu'on a été obligé de vous prendre d'une manière, c'est vrai, malhonnête, vous étiez pourtant engagés à nous les donner. On est en train, à quelques kilomètres de chez nous, de faire une centrale nucléaire pour nous faire sauter, et vous ne nous le dites pas. Donc, qui c'est le premier qui a trahi? C'est vous ou c'est nous? C'est Lavan qui a trahi. Mais seulement Lavan, il ne met qu'en évidence maintenant la trahison de Yaakov. Ça ne se fait pas de demander la petite avant la grande. Mais c'était tout de suite qu'il fallait me dire. Si dès le départ tu m'avais dit, tu sais quoi, regarde, c'est hors de question que je te donne le moindre secret, quel qu'il soit, même celui qui est à ton avantage, tu n'auras rien de moi. Bon, Israël au moins l'aurait su, ils auraient su à quoi s'en tenir. Mais tu me fais croire que je peux compter sur toi, donc je dors sur mes 2 oreilles, et puis après je m'aperçois que tu es en train de me rouler, c'était comme ce qui est arrivé avec Yaakov. Pourquoi Yaakov n'a pas répondu, mes amis? Vous savez pourquoi il n'a pas répondu? Parce que c'est seulement maintenant qu'il commence à comprendre devant qui il est. Devant qui il est. Je pense que l'État d'Israël a pris la leçon de sa vie depuis fort longtemps avec les Américains, l'histoire de Pollard. Je pense que l'histoire de Pollard a ouvert les yeux de Yaakov comme peut-être rien au monde l'aurait fait ouvrir. Comment?
Vous nous le gardez pendant 30 ans alors que c'est vous les responsables qui l'avez amené à cette situation parce que vous avez été les premiers à trahir. Mais Yaakov ne répond pas pendant 30 ans, Yaakov garde le silence. Mais des fois, quand tu es sûr de celui que tu es en face de toi, mieux vaut ne plus parler, laisse tomber. Mais il est maintenant les 4 yeux ouverts. Je pense qu'Israël a dû prendre beaucoup de précautions depuis. S'il y en a un sur lequel il ne faut pas compter, si on risque d'être en danger, c'est bien eux. Parce que justement, c'est très très dangereux de compter sur un ennemi que sur un ami quand il s'avère que finalement, il n'est pas crédible. Mais regardez maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Je passe tous les passages de... Donc vous vous rendez compte comment l'histoire de Pollard coïncide avec la paracha dans laquelle il est libéré. C'est de la folie. Maintenant, on passe toute l'histoire des naissances, etc. Et finalement, Yosef naît. Et comme on le sait, au moment où Yosef naît, Yaakov veut repartir. Et il lui dit, Tna et Nashai, donne-moi mes femmes, donne-moi mes enfants. Et j'ai le droit de repartir avec ma famille parce qu'il lui dit, Asher avati au trabaem, c'est pas un cadeau. J'ai payé cher, 14 ans de travail, dont 7 qui n'étaient pas justifiés, pour mériter maintenant d'avoir ma famille et je ne te dois rien. Ça veut dire ma fortune, je l'ai faite à la sueur de mon front. Et j'attends encore un petit peu pour vous montrer l'essentiel. Et qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Lavan maintenant il sent qu'Yaakov va partir. Et là il est obligé de lui dire son secret. Ça fait 14 ans qu'il le tient en prison. Les 7 premières années aussi, c'est honteux. Attends, tu fais... Même s'il lui avait donné Rachel, la première, c'est pas honteux. Ton sang, tu le fais travailler 7 ans pour se marier avec ta fille. Donc même les premiers 7 ans, c'était déjà 7 ans de prison. Les deuxièmes 7 ans, c'est carrément un emprisonnement. Donc ça fait 14 ans qu'il est en prison. Maintenant il dit, ça y est, j'ai payé ma dette, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il lui dit Lavan? Il lui dit, Imna matzatichen beinecha, je voudrais trouver grâce à tes yeux. Alors quand il commence comme ça, Lavan. Mais non, parce qu'il sait à qui il parle, un juif. Quand on lui parle d'amour, il fout. Comprenez, je veux dire. On est tellement en manque d'amour que rien qu'on nous fait une petite caresse, on fonce. Mais ils le savent, ils nous connaissent notre nature. On a besoin de reconnaissance, on a besoin de... Et vous allez voir, ça j'ai déjà expliqué l'année dernière, et je vais l'expliquer. En vérité, il sait, Lavan, qu'on est très très féminin. On est cette éternelle épouse qui attend un regard, qui attend un sourire, qui attend quelque chose. Regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, Nichashti. Il dit, je traduis d'abord dans le sens Nichush. Il lui dit, tu sais, j'ai tout compris. Vaïbarecheni Hashem biglalcha, je sais que toute ma bénédiction, Lavan dit à Yaakov, c'est grâce à toi. Ah, il commence à lui faire le grand cinéma. Ben oui. Vous savez, c'est le mari qui rentre à la maison et lui dit « Oh, tu sais, ma chérie, ça fait longtemps que je veux te le dire, tu sais, tout ce que j'ai, je te le dois. » Pourquoi il lui dit ça? Parce que comme il sent que sa femme, elle n'en peut plus de ce mari-là, qu'elle est en train de penser à... D'accord? Ah, il commence à lui faire le grand jeu. Tu sais, j'ai même entendu un cours d'un Rav qui dit que « En abraham metsuya betor beito shel adam et la besrut ishto » J'ai même entendu que les maîtres d'Israël disent que la bracha, la bénédiction dans la maison d'un homme, ça dépend de sa femme. Il est en train de lui faire le coup de... Ben, tu es mon épouse, hein, toute la bracha elle passe par toi. Tu sais, on est mariés, toi et moi, on ne peut pas se séparer, j'ai besoin de toi. Et puis après, il lui dit, Vayomar, nakva scharecha alai ve'etna. Dis-moi si je dois te payer quelque chose, je suis prêt à te le donner. Le mot, il est utilisé une fois dans toute la Bible. Nakva, ça veut dire désigne-moi le salaire que tu attends de moi. Nakva, le mot nekeva, féminité. Il lui dit, tu es mon épouse, toi. Vous comprenez? Nakva. Donc, nekeva, c'est un mot très très rare. Ça veut dire désigne-moi, mais on peut dire ce mot-là d'une manière beaucoup plus courante. Et ça veut dire, comment qu'il aurait pu dire, Thomas, dis-moi quel est ton salaire et je te le donnerai. Et donc, Nakva, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il lui est en train de lui dire, tu sais Yaakov, je tiens à toi, tu sais, tu es comme mon épouse, hein, et je reconnais que ma bracha, elle vient de toi. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire, surtout juifs, ne partez pas, parce que si vous partez, la Maison Blanche, elle va s'écrouler. Surtout, restez là. Alors, s'il va falloir leur passer de la pommade, s'il va falloir... c'est pas un problème, je suis prêt à devenir gentil maintenant. Et donc, Yaakov comprend qu'il est encore une fois sous le coup du grand charme, les embrassades, les trucs, les machins, etc. Parce que il est très, très, très malin. Comment qu'ils font? Mais regardez, on vient de le voir sous nos yeux. On autorise l'Iran à avoir la bombe atomique
Et dans la semaine, on prévient Israël que quoi? Qu'on va redoubler notre engagement au niveau de l'armement, etc. Donc on ne sait plus sur quel pied danser. Ça fait 14 ans, dit Yaakov, que tu me tiens comme ça, tu ne me laisses pas m'échapper. Et maintenant tu me fais le grand charme, ma chérie, ma douce, je ne peux pas vivre sans toi. Oh, je ne t'ai peut-être pas suffisamment dit avant, mais sache que je reconnais que tout ce que j'ai, je le dois grâce à toi. Tu es mon juif, tu es ma prospérité, tu es mon banquier, tu es mon ingénieur, tu es ce dont j'ai besoin. Surtout ne pars pas, ma chérie, mon amour. Maintenant Yaakov, il ne sait plus sur quel pied danser, alors il m'aime ou il m'aime pas? Mais il n'y a qu'un pays au monde qui joue avec nous comme ça. Faites la bombe atomique, mais tiens, prenez 1 milliard de plus pour votre armement. Alors on ne sait pas. Alors si on a un chez nous qui ose dire, ben, vous voyez, hein, il va nous détruire. Comment il va nous détruire? Ils nous ont jamais donné autant. C'est ma chance aujourd'hui que Nathan n'est pas là. Pourquoi? À chaque fois que je dis ça, Nathan me saute dessus. Il a raison. Il me dit... Mais jamais un gouvernement n'a donné autant d'aide à Israël que sous le gouvernement Obama. Et ça le rend fou quand je parle comme ça. Aujourd'hui, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je me lâche. Non, mais c'est fou. Aujourd'hui, je me lâche parce qu'il n'est pas là, il ne me laisserait pas parler. Mais il a 100% raison. Jamais un président n'a donné autant à Israël qu'Obama. Et on ne peut pas lui retirer ça. Mais moi, quand j'ai ces textes devant les yeux, je sais que je vais encore passer pour un saliou ou pas, mais ça ne me dérange pas. Pourquoi? Parce que la Torah nous a prévenus. C'est comme ça que fonctionne la maison de Lavan. Quand elle sent que Yaakov est trop déstabilisé et ne comprend pas et commence à avoir des doutes sur mes véritables intentions, il paye cash. Il est très fort, Lavan. C'est une clipa face à laquelle Israël est complètement déstabilisé, parce qu'on préfère d'une certaine manière un cosaque bourré de vodka qui sort son sabre et qui massacre. On préfère un malade mental, enfin je dis on préfère, que Dieu me pardonne, mais quand j'y préfère, c'est que, comme dit le proverbe, d'accord, occupe-toi de mes amis, moi je m'occupe de mes ennemis. Et non, occupe-toi de mes ennemis, moi je m'occupe de mes amis, ou le contraire, je sais pas quoi. Enfin, un ami traite, c'est pire qu'un ennemi visible. Parce que Yaakov est complètement déconcerté. Et regardez, il tombe dans son piège. Il lui dit, bon, tu sais quoi, regardez, mais je ne le comprends pas, Yaakov. Mais ne pas comprendre Yaakov, c'est ne pas comprendre l'état d'Israël. Qu'est-ce que lui dit Yaakov? Bon, tu sais quoi, allez, je reste 6 ans de plus. 14 et 6, 20. Comment qu'il a eu Lavan, il l'a toujours avec. Je suis prêt à te donner ma fille. Viens, tu travailles 7 ans. Après, il se rend compte qu'il s'est fait rouler. Ah non, c'est toi 14, c'est pas moi, hein. Tu la veux quand même travailler encore 7 ans. Après, il lui dit, tu vas me quitter maintenant alors que ça y est, on est en train de prospérer. Et puis t'es mon épouse, t'es ma chérie, t'es mon amour, tu vas pas me plaquer quand même. L'autre, il lui dit, tiens, alors bon, je te donne encore 6 ans. Je te donne encore 6 ans. 20 ans, bon, 20 ans, 30 ans, bon, vous me direz, on n'est pas à 10 ans près. Il le garde 20 ans. On arrive maintenant à la fin. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, attention, c'est quoi les conditions des 6 années qu'il lui rajoute pour le garder? Il lui fait un tenaille de folie, il lui dit, regarde, tu sais quoi? Je te donne tous les moutons galeux, d'accord? Tous les estropiés, etc., et c'est à toi. Si tu arrives à te faire un troupeau avec ça, je calcule pas, je compte pas, tu prends et tu pars avec. D'accord? Après le grand cinéma de la déclaration d'amour, ma chérie, ma beauté, ma tout ce que tu veux, d'accord? Alors l'autre, elle s'attend, alors il va le lâcher qu'on part en croisière, lui et moi. Il lui dit, bon, ben tu sais quoi, regarde, alors je vais te refaire la cuisine pour que tu aies encore plus de plaisir à y être. Vous imaginez le mari qui, pour l'anniversaire de mariage de sa femme, lui apporte des ustensiles de vaisselle. Des ustensiles de... Comprends? Mais non. Donc, il est très fort, Lavan, d'un autre côté. Mais bon, mais Yaakov, on le connaît. Quand on lui montre une marque d'amour, mais il perd la tête. Il accepte, mais qu'est-ce qui va se passer? Finalement, ces estropiés, ces malades, c'est tout ce que tu veux, il va devenir milliardaire. Parce que Hachem va le bénir. Tous les moutons malades qu'il a reçus vont guérir,
Et ça va... Alors maintenant, ça va plus du tout. Maintenant, regardez. Voilà. Alors là, regardez maintenant ce que vont dire la famille de Lavan. Vaishma et divrei bnei Lavan, les morts, il a entendu que toute la famille de Lavan disait Lakar Yaakov et kol asher le'avinu. Ouah, Yaakov va se tirer avec tous les biens de notre père. Ou me'asher le'avinu asa et kol hakavod hazeh. Mais c'est grâce à notre père qu'il a pu tellement s'enrichir. J'explique pas encore. Encore une phrase. Bien sûr, quand Lavan se met à le poursuivre, et il lui dit à ce moment-là, donc là, Yaakov est obligé de partir. Vaïgnov Yaakov et lève Lavan. Yaakov a été obligé, il a plus le choix, il est obligé, puisque tu me laisses pas partir, je suis obligé de te voler ta confiance, de regarder les documents et les transmettre. Je suis obligé, moi, de me comporter comme un voleur. Mais regardez la paracha, j'en deviens fou. Il est marqué, comme Yaakov voit, je t'ai donné 7 ans, je t'ai donné 7 ans, je t'ai donné 6 ans, j'ai accepté toutes les conditions, et tu veux toujours pas me laisser partir. Alors, c'est pas grave. Eh ben, je pars sans te prévenir. Je vole ta confiance, dit le verset. Mais qui m'a amené à ça? Qui m'a amené quand Pollard il est passé près des documents et qu'il a commencé à faire des allusions à ses chefs de section et leur dire mais je comprends pas, mais normalement ça devrait être chez les Israéliens ça. Et qu'ils ont dit tais-toi. Et qu'il a compris qu'il n'avait pas d'autre choix que de voler les documents et les transmettre. Il n'avait pas d'autre choix. Après Lavan le poursuit, mais regardez, mais c'est marqué en anglais, c'est pas possible. Vayaseg Lavan et Yaakov. Finalement, Lavan rejoint Yaakov et il lui dit ça. Il dit, mais Asita, comment tu as osé te comporter? Alors quoi? C'est pas possible, hein? Je te fais confiance, je te laisse avoir accès à des documents comme ça. Vatignov et Levavi, tu as volé ma confiance, tu as volé les documents. Vatenaeg et benotai keshvot cherev, et tu as capturé mes filles comme si c'était des prisonnières. Comment tu te comportes avec moi? Alors là, la manerbet olivreur, pourquoi tu t'es enfui? Vetignov, tu m'as volé. Il fallait me les demander les documents, je les aurais donnés, il n'y a pas de problème. Regardez ce qu'il va dire. Mais je deviens fou. Il lui dit, Velo igatali, il fallait juste parler. Vaishlachecha, je t'aurais permis de partir. Besimcha, avec joie. Beshirim, on aurait fait une grande soirée à la Maison Blanche, avec des chants. Beethoven et Kinor avec un orchestre. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Pollard? Mais enfin, quoi? Mais non, mais on était sur le point de le dire au Mossad. On allait les inviter à la Maison Blanche et leur donner les documents. Mais Hachem, arrête, c'est trop clair, arrête. Il se cache plus, le maître du monde, il se cache plus. Tout est dans la Torah. Mais vous vous rendez compte le culot de Pollard? Mais évidemment, j'imagine que quand le Premier ministre de l'époque a essayé d'intervenir en faveur de Pollard et faire comprendre au président américain de l'époque, écoutez, vous savez, bon, c'est sûr, c'est une trahison, c'est clair, il mérite quelques années de prison, d'accord, mais d'un autre côté, il n'a fait que nous transmettre ce que normalement vous auriez dû nous donner, il n'aurait pas eu besoin de les voler, J'imagine qu'on a dû lui répondre, mais enfin, mais est-ce que vous doutez un seul instant de nos bonnes intentions à votre égard? Est-ce que vous imaginez qu'on ne vous aurait pas finalement tenu au courant de ce qui se passe en Irak? Mais enfin, vous osez. Mais au contraire, on vous aurait convoqué, on vous aurait donné l'apéritif et le champagne et les chants et machin, etc. Quand Yaakov, il entend ça, il ne sait plus quoi faire. Il ne sait plus quoi dire. Il ne comprend pas. Mais qu'est-ce qu'on est quand on reste sans voix, on ne sait plus quoi dire. On ne peut plus. Mais c'est pas fini. Et en fin de compte, quand Lavan se rend compte que ça y est, Yaakov n'a plus d'autre choix que de prendre sa valise et partir, alors là il lui dit clairement, Vaya'an Lavan, et Lavan lui dit, Veomer El Yaakov, de toute façon, regarde, tu n'es qu'un sale youpin de voleur. Hein, c'est un sale voleur de youpin, peu importe. Il lui dit, Abanot Banaï, les filles sont mes filles. Abanim Banaï, les fils sont mes fils. Et il lui dit, et tout ton troupeau, Tsoni, c'est mon troupeau. Vecholacher ataroé, tout ce que tu vois, que soi-disant c'est à toi, tout est à moi. Et il termine en disant, mais t'inquiète pas, Maeselele ayom,
j'ai déjà mon plan, comment je vais récupérer tout ça. Attends, je ne comprends pas. Les filles sont mes filles. Il dit même pas tes femmes sont mes filles. Il ne veut même pas reconnaître que c'est les épouses. Les filles sont mes filles. Mais attends, j'ai travaillé 20 ans pour les filles, alors que j'aurais dû les recevoir gratos dès le départ. Les enfants, attends, c'est quand même mes enfants, hein. Je ne pense pas que tu étais avec tes filles pour faire ces enfants-là. Tout ce que tu as, tout est à moi. Maintenant, d'un autre côté, c'est vrai. Sur quoi joue Lavan? Je vais vous mettre dans sa peau. C'est vrai, Yaakov est arrivé, écoutez-moi bien, Yaakov est arrivé chez Lavan, d'accord? C'était un petit Polonais, c'est vrai. Et à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, il est arrivé en haillon, il est sorti du bateau, il a vu la statue de la liberté, et il a été mis dans l'île juste à côté où on faisait le grand tri, etc. Il est arrivé, on l'a jeté dans un taudis à Manhattan, et puis qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu dans ce qui était à cette époque-là, peut-être déjà 5e avenue, il avait quelques allumettes, il a commencé à vendre des allumettes, d'accord? Et puis c'est vrai, et puis au bout de 20 ans, 30 ans, on le retrouve à la tête d'une très 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 grosse firme, il est multimilliardaire. Lui et tous les petits youpins polonais qui étaient arrivés à Manhattan à la même époque. C'est vrai. Je peux comprendre que Lavan dise, mais attends, mais la communauté juive la plus riche, la plus puissante du monde, c'est comme sur notre sol, sur notre territoire. C'est grâce à qui? Toute cette fortune. Mais Yaakov, il lui répond à Lavan, mais dis-moi, moi je ne t'ai pas volé, hein. Je ne t'ai pas volé, j'ai travaillé dur, vous savez, hein. D'accord. Toute la lingerie américaine est entre les mains des Juifs. Même Ralph Lauren, c'est un Juif. Vous ne saviez pas, Ralph Lauren, c'est un Juif. C'est tous des Juifs. Mais vous savez comment leurs grands-pères ont travaillé quand ils sont arrivés de Pologne et de Russie? 20 heures sur 24 sur des petites machines à coudre, à en devenir aveugle, à avoir le dos complètement tordu. Dans des taudis de Manhattan, ils travaillaient 20 à 22 heures sur 24, jusqu'à en mourir sur la machine, ils travaillaient dans le textile. Et puis après, évidemment, ils sont devenus des milliardaires, mais ils ont volé l'argent à personne. Et Hollywood, qui est entre les mains des Juifs, ça s'est créé comment? Mais l'histoire d'Hollywood, vous la connaissez pas? Cherchez l'histoire d'Hollywood. Les Juifs, pendant très très longtemps, à cette époque-là, c'est quoi la naissance d'Hollywood? Tous les cercles financiers étaient fermés aux Juifs parce qu'ils étaient entre les mains de quoi? Des Kouas ou des Mormons ou je sais pas quoi, etc. Et les Juifs ne pouvaient pas avoir accès. Tous les métiers leur étaient fermés. C'est comme l'histoire de l'usure en Europe. On a interdit aux Juifs tous les métiers. On leur a laissé que pour les humilier l'usure. En Amérique, ils n'ont pas osé recommencer le coup des catholiques parce qu'ils ne le sont pas. Mais ils leur ont fermé tous les métiers propres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Juif, quand il a une tête qui fonctionne bien, ils ont inventé le cinéma. Après on dit oui, le cinéma est entre les mains des Juifs, mais ils l'ont volé à personne, on ne les laissait pas faire autre chose. Alors après, évidemment, c'est des fortunes colossales qui vont naître du cinéma. C'est vrai que les Américains sont en train de dire, mais attends, mais tout ce que vous avez, les filles sont mes filles, les fils sont mes fils, mais je comprends que c'est vrai. C'était tous des crèves-la-faim qui sont arrivés il y a 1 siècle et demi, ils n'avaient pas de quoi manger, ils sont devenus milliardaires. Mais ils ont volé leur argent à personne. Au contraire, on leur a mis que des bâtons dans les roues pour les empêcher de devenir une puissance aux États-Unis. Ils n'ont pas volé leur argent. Et tout d'un coup, quand Lavan n'en peut plus et qu'il se rend compte que finalement cette communauté risque de lui échapper, c'est pas grave, allez, tout est à nous. Donc les modèles sont tellement évidents, tellement clairs. Et je termine juste avant la question. Et sur ce fameux verset qu'on racontait à Lavan, on a raconté à Lavan que Jacob avait pris la fuite. Qu'est-ce que dit le Balatourim? Le Balatourim dit que c'est Ki Barar. On a dit à Lavan Ki Barar qu'il avait fui. Le Balatourim, bien sûr, le logiciel en avance sur tous les logiciels du monde, dit Ki Barar. Regarde la valeur numérique de Ki Barar, Begematria Amalek. C'est Amalek qui a enseigné, qui a dit à Lavan que Yaakov partait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lavan avait confié à Amalek la surveillance de Yaakov. Si tu vois Yaakov s'enfuir, tu me préviens. Mais pourquoi Amalek? Mais pourquoi Amalek? Pourquoi Amalek? Mais la question est à l'envers. C'est justement en étant dans la maison de Lavan que Amalek est devenu Amalek. Qui a fait d'Amalek Amalek?
Mais qui pourrait croire qu'il y a un lien entre la Maison Blanche, entre la maison de la vanne et Amalek? Mais qui peut croire qu'il y a une telle conspiration? Ça fait vraiment conspiration. Là, ça fait très Dinovitch, ça. Mais c'est pas moi, Ribono Shel Olam. Si vous avez un problème, criez contre la Torah des Juifs. Mais le problème, c'est que le Balatorim, on ne peut pas l'accuser d'être un théoricien de la conspiration, parce qu'à son époque, enfermé dans un ghetto, bien à la française, un ghetto allemand plutôt. Je veux dire, il avait autre chose à faire que de s'intéresser aux théories de la conspiration, surtout qu'il explique la Torah avec une valeur numérique. Ça veut dire que la Torah nous a prévenus, aussi fou que ça puisse paraître, un train en cache un autre. Et les alliances entre la maison de la vanne et Amalek, va savoir. Surtout que ça existe, ce genre de thèses et de théories, etc. Surtout quand on sait que les plus virulents qui se sont opposés à l'arrivée des bateaux de réfugiés juifs aux États-Unis, c'était les États-Unis. Quand on sait qu'ils ont osé renvoyer des bateaux en Allemagne, quand on sait le Saint-Louis où ils ont tous été exterminés à l'arrivée, quand on sait que la famille Kennedy était d'une des familles les plus antisémites qui a agi de ses propres mains pour empêcher le sauvetage des Juifs par différents biais, etc. Quand on sait ce qui s'est passé, personne, même les Juifs n'osent pas le révéler. Mais comment consciemment ou non, les États-Unis ont tout fait pour empêcher le sauvetage des Juifs, jusqu'à les avions américains qui passaient au-dessus des rails d'Auschwitz et qu'on leur disait une bombe seulement, une bombe. Ah non, 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 on ne travaille pas pour les civils. Tiens, les Juifs, tout d'un coup, c'est des civils lorsqu'ils se font gazer et transformer en savon. Et donc, c'est trop gros, c'est trop évident, c'est trop clair, ça fait trop mal, on n'y arrivera jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont très très forts. Parce que d'un autre côté, les signes d'amour réels qui ont donné des fruits, comme l'épanouissement incroyable, comme jamais dans l'histoire de notre peuple, jamais la communauté juive s'est développée autant que dans ce pays-là. Qui peut croire que malgré tout ça cache en vérité de très très mauvaises intentions? Si ce n'était pas la Torah qui le disait, on n'aurait pas le droit de le dire. Mais on a la Torah maintenant. Si le maître du monde a voulu que Pollard, après 30 ans d'une souffrance totalement injustifiée, qui sort d'une cruauté inimaginable, d'un antisémitisme à faire rougir de honte les pires antisémites, d'avoir osé tenir un homme innocent 30 ans en prison, si on ne comprend pas que la Torah et nos maîtres semblent sans doute avoir raison. Et ça me rappelle l'histoire, vraiment je termine, après je vous laisse poser des questions, mais d'abord Moshe, il y a plus de 30 ans, je me rappelle, certains qui écouteront ça vont s'en rappeler, j'avais été invité à faire un cours dans une communauté très consistoriale, bon chic, bon genre, il y a plus de 30 ans, c'était encore avant l'arrestation de Pollard. Et j'avais osé faire tout un cours, comme dire, il était précoce, j'avais osé faire tout un cours où je disais qu'un jour viendra dans notre génération encore, où avec stupéfaction, nous, peuple juif, nous apercevons que nos pires ennemis sont les Américains. Je me suis fait virer de la communauté à ce moment-là, d'accord, et plus jamais le droit d'avoir un accès là-bas. Et j'avais dit ça il y a plus de 30 ans. Entre-temps, le monde a évolué, et dans notre génération encore, on se rend compte que finalement, pas si idiot que ça, le petit. Et pourquoi? Parce que déjà, il y a plus de 30 ans, j'avais accès à ces textes-là. J'avais, beaucoup plus jeune, bien sûr, mais j'avais à ma manière compris. Et c'est sûr que c'est inacceptable. Aujourd'hui, ça passe un petit peu mieux parce que malheureusement, on a beaucoup de preuves qu'est-ce qui se cache derrière le train. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, je ne parle pas du peuple américain, je ne parle pas des Américains, je ne parle même pas de l'ensemble des gouvernements ou du gouvernement américain, mais je parle de ce qui est comme dans tous les pays, les vrais décideurs qui sont 3 ou 4 ou 5 dans tous les pays du monde, y compris chez nous, et ces 3 ou 4 ou 5 qui sont véritablement les décisionnaires aux États-Unis, qu'ils soient républicains ou démocrates, ont de toute façon depuis toujours cette pensée et qui en réalité se résume à un mot. L'Occident regrette d'avoir voté la naissance de l'État d'Israël. D'ailleurs, ils le disent sans s'en cacher aujourd'hui. Pas à ma manière. Si on avait su que ça ferait tellement de problèmes, on ne l'aurait peut-être pas fait. Mais aujourd'hui, et comme ceux qui ont parmi les plus activé la naissance de l'État d'Israël, ce sont les Américains, et qu'aujourd'hui, selon la conjoncture internationale, eux pensent que finalement, il aurait mieux valu ne jamais avoir cet État-là. C'est pour ça qu'ils sont les plus actifs dans le plus grand secret des cercles les plus secrets de la politique américaine. C'est pour ça qu'ils font tout pour essayer de détruire cet État-là.
Et encore une fois, le Maître du Monde nous a servi sur un plateau d'argent secours en permettant à Pollard d'être libéré le jour d'une paracha tellement symbolique. Oui, Moshe. Oui, je voudrais, Rav, corroborer tout ce que vous dites en tant qu'économiste. D'abord, les Américains ont depuis toujours, sauf peut-être M. Obama qui a doublé ou triplé l'aide, c'était à peu près 3 milliards de dollars par an. Et dans les 3 milliards de dollars par an, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Les Américains ne donnent pas un sou. Ils donnent 1,5 milliard de rebut de l'armée américaine, c'est-à-dire en tant qu'arme. C'est-à-dire que les Israéliens reprennent ce qui est déjà obsolète, dépassé par le progrès technique. Ça, c'est une première chose. Je peux juste vous confirmer ça. Je peux juste confirmer ça. Ça se dit pas. Mais mon fils actuellement est à l'armée. Il travaille dans l'armée de l'air. Et son travail, c'est justement, ils reçoivent des pièces des avions ou des armes américaines. Et le génie et le savoir d'Israël améliorent les choses et des fois même dépassent même ce qu'ils ont de neuf. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais c'est exactement le travail que mon fils a en ce moment à l'armée. Oui, c'est ça. Alors donc c'est tout à fait juste. Donc les Américains n'ont jamais donné les véritables armes qu'ils ont. Mais seulement le problème, c'est qu'ils ont toujours été dépassés par le génie israélien. Ils ont toujours été très 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 surpris, peut-être même haineux. L'exemple, tu l'as vu. En 1974-75, juste un mot, les Américains donnent le fantôme, ils le vendent à bas prix aux Israéliens. Les Israéliens le transforment et en font le kfir et surtout le lavi. Les Américains, quand ils ont vu que la technologie israélienne a dépassé ce qu'ils leur ont donné, ils ont tout de suite ordonné aux Israéliens d'arrêter. Ça revient au problème entre Lavan et Yaakov. Maintenant, autre chose très importante, c'est au niveau civil, le 1,5 milliard de dollars qu'ils donnent à Israël, entre guillemets, c'est surtout aussi les surplus américains en matière, par exemple, de ciment et des choses comme ça. Il faut comprendre que les Américains ne donnent pas un sou. En fin de compte, qu'est-ce qu'ils font au niveau économique? Il y a de l'argent qui est donné en liquide aussi. Non, il n'y a pas d'argent. Non, Rav. Il n'y a pas d'argent qui est donné en liquide. Ce sont des. Ils passent par l'import-export banque. Pardon? Oui, mais non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus fin. C'est vrai qu'ils donnent de l'argent, puisque de toute façon, ils l'ont payé. Ces armes-là, ils les ont payées. Mais seulement, ça se concrétise par exactement comme mini plan Marshall, parce que le plan Marshall c'était la même chose. C'était génial. Okay. Non, mais ça c'est une première chose. Deuxième chose, juste un mot. Pas trop dans les détails. Non, pas trop dans les détails. Non, juste deux questions de fond en fait. Parce que quand on va dans la paracha finalement, Yaakov il a quitté le modèle dans lequel il était, c'est-à-dire d'étudier dans les tentes en homme intègre pour aller chez Lavan. Et c'est à ce moment-là qu'il a créé sa prospérité, que Lavan lui a voulu le récupérer à la fin, qu'il a créé sa famille. Donc d'un côté, on voit que Lavan, il est bon, comme vous l'avez dit, un élément qui essaye de le manipuler, etc. En même temps, c'est grâce à la proximité de Lavan que Yaakov crée sa famille, la descendance d'Israël et la prospérité. 100% d'accord. Alors ça veut dire que les Juifs, en fait, ils sont responsables et ils ont été actifs dans la prospérité de l'Occident. Mais c'est ce qui a manipulé. Voilà. Mais c'est ce que c'est très important parce que tu redis ce que j'ai dit, je veux le redire moi aussi. D'abord, c'est exactement l'aveu que Lavan fait à Yaakov. Depuis que tu es venu, tu m'as béni. Donc c'est exactement ce qu'il dit. De même, sans moi, dit Lavan à Yaakov, tu n'auras aujourd'hui ni femme, ni enfant, ni prospérité, ni rien. Tout ça c'est vrai, c'est pour ça que nos maîtres voient. Et sans l'Amérique, il n'y avait pas de communauté juive américaine. Et tout ce que cela signifie, même dans les moindres détails de la vie de toujours, même pour Israël, etc. Donc ça c'est l'argument fort et juste de Lavan. Le problème c'est que quand on regarde l'histoire de Yaakov, on se rend compte que Yaakov n'a bénéficié d'aucun cadeau, d'aucune grâce. Quand Yaakov est arrivé chez Lavan, Lavan ne lui a pas dit « je vais te donner pour t'aider à prospérer ». Il a dû commencer à partir de zéro. Et donc sa fortune, il l'a fait dans la maison de Lavan, mais il l'a fait sur le compte de sa santé, de son travail, de son investissement, de son intelligence. Et surtout, ce que nous révèle encore une fois dans le secret de la paracha nos maîtres, c'est que de toute façon l'intention de Lavan n'est pas, on pourrait dire même pas purement économique, je te donne, tu me donnes. L'intention de Lavan, c'est de prendre tout ce qu'il peut prendre de Yaakov et après le faire disparaître. Et ça c'est l'aspect le plus difficile à admettre. Ok, alors c'est simplement si à la fin de la paracha, comme on voit, que Yaakov en fait a voulu quitter Lavan, en comprenant qu'il s'était fait avoir à plusieurs reprises, etc., il quitte. Alors est-ce que ça voudrait dire qu'aujourd'hui les Juifs doivent quitter le modèle occidental pour créer quelque chose de tout à fait différent? Mais c'est chez nous de venir ici. Alors ça c'est une option qu'on peut accepter, mais d'un autre côté la même chose au niveau du Moyen-Orient.
Parce que les États-Unis, c'est une puissance impériale au Moyen-Orient. Donc ils favorisent les uns et les autres. Donc le fait de s'étonner que les États-Unis donnent des armes aux uns et aux autres et qu'ils établissent des relations avec les uns et les autres, il n'y a rien d'étonnant là-dedans. Pas du Absolument tout. rien Mais d'étonnant. je t'arrête. Mais tu as 100% raison. Comme ont répété des centaines de fois chez nous des gens très avisés et éclairés, on ne peut quand même pas demander aux Américains de faire la politique israélienne. Mais c'est pas ça du tout le but de mon cours. Non, mais c'est dire que les Non, États-Unis, Olivier, je te réponds. peut-être qu'ils n'ont rien à faire au Olivier, Moyen-Orient. je te réponds. Peut-être qu'ils mènent que des politiques catastrophiques Olivier. à court terme, etc. Et que finalement, il faudrait arrêter de voir que les États-Unis font bonne politique au Moyen-Orient. L'Anekuda n'est pas là. Tu noies le poisson dans l'eau. L'Anekuda n'est pas là. C'est ça le point central. Non, c'est tout sauf le point central. L'Anekuda c'est que le problème entre Yaakov et Lavan, c'est pas de reprocher à Lavan de chercher ses intérêts. C'est de faire croire à Yaakov qu'il est du côté de Yaakov pour déstabiliser Yaakov et l'empêcher de dormir avec un œil ouvert. Là est tout le problème de la paracha. Mais évidemment que les Américains ont le droit d'être pro-palestiniens ou pro-iraniens et antisionistes. Ils ont le droit. Mais au moins qu'ils ne nous le disent. Qu'ils ne nous fassent pas croire que c'est tout le contraire qui est vrai. Là est le grand secret que la Parcha révèle. Comprenez bien, jamais personne ne va demander, jamais aucun juif parce que les avisé. Israéliens, ils sont liés aux États-Unis, économiquement, politiquement, idéologiquement. C'est ça le problème. Mais ça s'est créé justement par un abus de confiance. Pollard est le symbole d'un abus de confiance qui s'est retourné contre Pollard. C'est tout mon cours. Ne m'amène pas ailleurs, reste dans le cours. Mais on ne va pas demander aux Russes pourquoi ils sont pro-syriens. Parce que les Russes n'ont jamais dit qu'ils étaient pro-israéliens. Ils n'ont jamais dit « dormez sur vos deux oreilles, on vous garde ». Juste un instant. On ne demande pas aux Français d'être pro-israéliens, car ils étaient antisionistes avant même la naissance de Herzl. Donc, on ne va pas leur demander pourquoi, enfin aux Français, je parle aux gouvernants français. Mais au moins on sait à qui on a affaire. Le problème ici de Lavan, c'est que la Torah nous décrit un personnage qui fait tout pour nous mettre en confiance dans le but de nous empêcher de voir à quel point on est en danger. Ça, c'est le phénomène Lavan. Il est unique. Pourquoi ? Parce que Esav, il est franc, il est clair. Ishmaël, il est franc, il est clair. Balak, il est franc, il est clair. Paro, il est franc, il est clair. C'est pour ça que sur aucun de nos autres pires ennemis, la Torah nous dit qu'ils sont aussi dangereux que Lavan, parce que le danger n'est pas celui qui vient en te disant qu'il va te tuer. Le danger est celui qui dit « Dors mon enfant, je veille sur toi » et que pendant que tu dors, il prépare ta perte. Ça, c'est le phénomène Lavan. Jamais on a reproché aux Américains d'être pro-iraniens et anti-israéliens. On n'en a strictement rien à foutre. De toute façon, heureusement que ce n'est pas sur eux que dépend notre avenir. Mais quand tu me dis, d'accord, pour votre bien, faites ce que l'on vous dit parce que personne au monde ne se soucie de votre bien comme nous et que derrière notre dos, tu prépares notre chute et que seulement 2 ou 3 dans la génération sont capables de le voir, ou dans la Torah, ça c'est le problème, oui. Je voulais justement dire, pour la Russie, donc pour la Russie, en principe, en 1948, le seul pays qui a mis les armes officiellement, c'était par la Tchécoslovaquie, c'était la Russie, justement. Mais c'était le pays le plus pro à cette époque-là. Il fallait choisir entre la Russie et l'Amérique, et Ben Gurion a choisi l'Amérique à un moment donné. Parce qu'il y a... À mon avis, c'était une très grande erreur qu'il a fait. Et c'est ça, je veux dire, à mon avis, en 48, ils étaient quand même... Les dirigeants des premières années, à mon avis, que moi, ont fait une très très grande erreur. Alors que les Russes étaient à ce moment-là de leur côté, lorsqu'ils ont tourné le dos aux Russes pour se mettre du côté des Américains, ils ont fait une grande erreur. Mais pourquoi ? Mais parce que la différence est très simple. Un Russe, il ne joue pas la comédie. Quand il dit da, c'est da. Et quand il dit niet, c'est niet. Comment les Américains ont eu Israël ? En leur faisant croire, ma chérie, ma tendre épouse, tu ne sais pas à quel point je t'aime. Et les Juifs, après 2000 ans d'exil, ils ont fondu. Car quand tu dis à un Juif, je t'aime,
mais c'est fini, tu l'emportes où tu veux. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont fait un mauvais choix, et c'est ça le phénomène lavaniste qui dure depuis la création de l'État d'Israël. Les Juifs ne savent pas déceler dans Lavan le danger qu'il y a dans cette maison. Une dernière question et on arrête. En fait, c'est une affirmation par rapport à ce que le problème qui gêne Lavan, c'est le problème qui gêne Amalek aussi. Dès l'instant où on veut devenir Atzmaï, là on te stoppe. Donc c'est très gênant. Et dès l'instant où tu veux dire, reste, je t'aime, mais reste sous ma coupole, je te protège. Mais c'est la politique américaine partout dans le monde. Avec ça, dès qu'on bouge. Et il faut pas l'enregistrer, mais pourquoi Israël ne fait pas un grand tapage de ces découvertes de pétrole et de gaz et machin, etc. Pourquoi Israël est obligé de traiter avec des firmes américaines? Pourquoi? Parce que partout où un pays a découvert des richesses naturelles, tout d'un coup, il a eu un coup d'État, un truc, machin, les Américains sont venus. C'est comme ça, il n'y a pas une exception là. Donc les Juifs, maintenant, ils sont très malins, ils se disent surtout ne disons pas tout ce qu'on a, on n'a pas grand-chose, et puis on est prêt à le faire exploiter par des firmes américaines. C'est pas la peine de nous envoyer un coup d'État, de toute façon, on est de votre petit toutou. Voilà. Mais c'est comme ça que tu sauves ta peau. Parce que les Américains, partout où tu découvres des richesses naturelles et que tu dis c'est à moi, t'es mort. Évidemment. Mais voilà, c'est ça la vanne. Mais il n'y a jamais eu un personnage qui correspond autant à eux que la vanne. C'est ça la vanne. Oui, mais je voulais encore dire